Bonjour à toutes et à tous. À la une de cette édition, signature de protocole d'accord pour l'organisation de la 24e édition de la conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique, un partenariat entre le Bénin et la Société africaine anti-sida qui vise à évaluer et renforcer la riposte africaine face à ces pathologies. À Cotonou, certains arbres mal choisis ou mal entretenus peuvent endommager les infrastructures urbaines. Pour protéger les routes et assurer la sécurité des usagers, il faut choisir des arbres à racinement profond, au port élancé et résistants aux contraintes urbaines. Plus de détails dans un instant. Et puis en sport, Marcelin Bokové est le nouveau président de la Fédération béninoise de football élu hier. Il succède à Mathurin Deschacus à l'issue d'une assemblée générale élective avec 76 voix sur 79 suffrages. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. Restez avec nous pour la suite. Le Bénin vient de sceller un accord majeur pour la santé publique en Afrique. Une cérémonie officielle d'annonce s'est tenue au ministère des Affaires étrangères avant la signature du protocole d'accord entre le gouvernement béninois et la Société africaine anti-sida. Attend l'organisation à Cotonou du 5 au 9 décembre 2027 de la 24e conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique. Esther Tofa. Voilà qui lance officiellement les préparatifs de cette conférence d'envergure sur le sol béninois. Après une visite d'évaluation faisant suite à la demande du Bénin d'abriter la 24e édition de ICASA, le verdict est finalement tombé en juillet dernier, en marge de la 26e conférence sur le sida au Brésil. La sélection du Bénin par la Société africaine anti-sida est venue couronner ce travail et traduire la confiance accordée à notre pays, ainsi que la reconnaissance de sa capacité à réunir les conditions nécessaires à l'organisation d'une conférence de cette envergure. Cette confiance nous honore, mais elle nous oblige surtout, car ICASA n'est pas seulement un grand rendez-vous inscrit dans l'agenda international. Notre responsabilité sera de rechercher les synergies utiles et de veiller à ce que les engagements pris soient accompagnés dans un cadre de gestion rigoureuse et responsable. Un engagement national fort pour l'organisation d'ICASA 2027, devenu à l'occasion de cette édition ICASA+. It will also be a first in the annals. Elle constitue également une première dans les annales de la Society for AIDS in Africa, car dès cet instant, vous présidez au lancement d'une nouvelle stratégie et d'une nouvelle vision pour notre conférence, ICASA+. And a new vision for our conference, that is ICASA+. Plus de 10 000 participants venus de plus de 150 pays sont donc attendus à Cotonou de 5 au 9 décembre 2027 pour cette conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles. À Ouida, pour bien encadrer et prendre soin des visiteurs qui prennent d'assaut la ville historique et touristique, de nombreux guides touristiques professionnels sont sur le terrain. Bien formés et très bien organisés, ils conduisent avec aisance les touristes en leur faisant découvrir les merveilles du Bénin en général et de Ouida en particulier. Dans ce lot, notre équipe de reportage a repéré une jeune guide touristique dont elle nous propose un bref terrain. Suivez plutôt. Vous avez ici devant lui son chapelet. Le chapelet, dans notre langue, on appelle ça le haklet. À peine le quart de siècle, Alexandra Dogoni se fait déjà remarquer dans son secteur. Très appréciée par ses aînés, cette jeune guide touristique professionnelle fait la fierté du tourisme béninois. Sa passion pour ce secteur est sans égal. Le tourisme, c'est d'abord une histoire de passion. Il faut être vraiment passionné parce que ce n'est pas facile du tout d'être guide. Il faut planifier tout un séjour. Il faut savoir ce que chacun veut, ce que chaque visiteur veut. Il faut aussi savoir comment dire
telle ou telle chose pour ne pas heurter la sensibilité de l'autre. Ici à Ouidah, il y a beaucoup de sites que quand les visiteurs viennent, ils vont visiter, à savoir le temple de Python, la forêt sacrée, la route des personnes esclavagisées. Et donc tous ces sites-là, c'est à moi de leur faire découvrir, c'est à moi de leur présenter ces sites-là. Avec sa licence professionnelle en tourisme, Alexandra se démarque très vite par sa perspicacité et surtout sa profonde envie de faire découvrir au monde les merveilles de son pays. Nous avons beaucoup plus d'afro-descendants qui viennent. Et donc c'est eux qui reviennent beaucoup plus actuellement pour pouvoir se ressourcer à leur terre natale et aussi pour pouvoir connaître leur histoire. Et en même temps, nous avons aussi les Européens, les Français, les Anglais, etc. Attention, protège-toi, méfie-toi de tes proches. Où c'était? Il ne dit rien, là, au pire. Voilà, donc toute vérité n'est pas bonne. Actuellement, avec tout ce que le gouvernement est en train de faire, oui, il y a beaucoup de Béninois qui ont commencé par sortir, qui sortent maintenant pour pouvoir découvrir leur pays, ce qui ne se faisait pas avant. Plus qu'un travail, c'est une passion pour la jeune guide touristique professionnelle qui caresse le rêve de faire très rapidement son master en tourisme et se consacrer aux études doctorales afin d'apporter sa contribution à la vivacité du tourisme béninois via les résultats de ses recherches. En attendant, elle prend du plaisir à tenir en haleine les nombreux visiteurs qui ont soif de la richesse culturelle du Bénin. En environnement, les mangroves jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les changements climatiques. Mais au Bénin, cet écosystème recule ces dernières années selon les données disponibles. À Togméadoun, corps riverain, autorités traditionnelles et projets de conservation tentent d'inverser la tendance. Esther Tofa et Jocelyn Barriga se sont intéressés aux actions mises en œuvre. Suivez plutôt. Pour rejoindre le cœur de la mangrove, un seul moyen, la pirogue. L'équipe embarque, guidée par les piroguiers de la localité, seuls capables de se frayer un chemin entre les chenaux et les racines. Depuis 2016, la superficie des mangroves au Bénin a régressé de 16%. Coupe de bois, urbanisation, pression démographique, autant de facteurs qui grignotent année après année ce rempart naturel du sud du pays. Face à ce recul, plusieurs activités de protection sont initiées avec la participation des populations. Avec les sensibilisations, nous avons la population a complètement abandonné la coupe. Et aujourd'hui, nous avons de poissons dans l'eau. On en a assez. On a des retours d'un certain nombre de poissons. Les activités de protection consistent également à faire des patrouilles. Le long, dans les paysages de mangrove, le long des côtes, pour pouvoir influencer positivement les actions au niveau des populations. Mais les populations participent. Mais la mangrove doit aussi sa survie à un statut plus ancien, celui de site sacré. Des zones entières placées sous la protection des traditions locales échappent ainsi à la coupe. On a constaté que les tests ne font plus trop peur aux communautés. Mais nos méthodes traditionnelles impactent mieux. Donc nous avons intégré la croyance de nos traditions dans la protection des écosystèmes. C'est ce que nous appelons la sacralisation des écosystèmes de mangrove. Au sud Bénin, c'est la divinité Zangbeto qui est utilisée. Sans Zangbeto, les gens viennent couper. Vous voyez, c'est pour cela qu'on a sacralisé la forêt. Et à partir d'aujourd'hui, personne ne peut pas rentrer. On coupait ça pour faire d'Akaja et tout était envahi. Tout, vous allez constater qu'en temps, si on montrait des photos de plus de 15 ans aujourd'hui, là, vous allez voir que l'espace là qui est vide maintenant, tout était envahi. Donc on a commencé, et la divinité a commencé aussi ses sensibilisations au niveau de la communauté avec des sanctions. Ainsi on a intégré, l'État civil a pris aussi ses responsabilités. Et moi je vais profiter pour saluer l'inspection forestière. Au Bénin, les mangroves couvrent aujourd'hui environ 3150 hectares répartis dans 9 communes entre le littoral et la vallée de l'Ouémé.
Je vous l'annonçais en titre, à Cotonou, des routes se modernisent, mais d'autres sont encore dans leur état de dégradation. C'est le cas, par exemple, de la voie pavée du carrefour 16 ampoules qui mène à Saint-Michel à Cotonou. Sur ce tronçon, les racines d'arbres plantés détruisent l'infrastructure. Pour éviter cet état de choses, une équipe de notre rédaction s'est interrogée sur les arbres à planter le long des voies et sur les terre-pleins centraux pour allier sécurité, esthétique et protection de l'environnement. Teddy Goudalo et Moufi Tagbo. Au quartier Gbedjou-Mendi, en plein cœur de la ville de Cotonou, un phénomène attire l'attention des usagers de la route. Le long de cet axe très fréquenté menant au marché d'Antokpa, les racines de certains arbres plantés sur les terre-pleins centraux se développent au point de soulever et de fissurer progressivement la chaussée. Si on conduit la moto là-dessus jusqu'à arriver à la maison, on est tout fatigué. Blac, 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 en allant blac, 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 comme ça, les boulons se dévissent et ça nous fatigue toujours. Pour les piétons, pour les motocyclistes, comme pour les voitures, c'est très difficile. Moi, j'utilise souvent la voiture, mais quand tu passes à chaque fois, ça fait du bruit et ça secoue tout le moteur. Donc parfois, tout le temps, il faut être au garage. Et c'est dû aux racines de ces arbres-là qui sont installés dans les terre-pleins et qui malheureusement dégradent la voie. Une question essentielle se pose donc. Quel arbre planter le long des voies et sur les terre-pleins centraux? Par exemple, il y a le superba, il y a le tidicule du Gabon et un terminalia qui est différent parce que le terminalia, il y a beaucoup de sortes. Il y a le grand terminalia qui était celle qui est là-bas. C'est celle-là qui était plantée un peu partout et qui faisait des racines et qui cassait des choses. Nous, on a deux à Timon, contre les bonus à Léonagno, et on a deux palmiers royales, on a deux palmiers Vincia, on a deux cordia. Nous, on a Washingtonien de sauver, on a deux parce que palmiers ne les racines et ton, et nous pavé à racines et ton, et nous doux. L'arbre urbain n'est pas qu'un élément décoratif. Il joue un rôle majeur dans la régulation de la température, la réduction du bruit et l'amélioration du cadre de vie des usagers de la route. Donc ils n'ont pas vraiment su choisir les arbres qu'il faut dans les trottoirs. Et des fois, ça fait même tomber. Quand tu veux traverser et tu ne regardes pas bien le sol, ça fait tomber. C'est sûr que ces racines-là, ouais, que c'est des arbres qui ont duré, ça a déjà fait longtemps, ça a déjà fait des années. Les racines peuvent même quitter, c'est-à-dire s'enfoncer jusqu'au niveau des pavés et aller même au niveau des chambres, on ne sait pas. Face à cette dégradation progressive de la chaussée, de nombreux usagers espèrent une intervention rapide des autorités compétentes. En attendant, les racines continuent leur avancée silencieuse au risque d'accentuer les dommages déjà visibles sur cet axe stratégique. Ils sont nombreux ces articles qui ont fait la pluie et le beau temps à certaines époques dans la vie de certains Béninois. Parmi ces articles, on pourrait citer les anciens disques appelés cassettes abondent chez les amateurs de musique, des lanternes et lampions utilisés pour l'éclairage domestique ou du réchaud à pétrole utilisé pour la cuisine. De leurs usages, certains Béninois gardent de nombreux souvenirs. Suivons ensemble ce reportage. Sur les traces de ces articles qui disparaissent peu à peu, nous allons au marché d'Antokpa. Après plusieurs minutes de marche dans ce gigantesque centre commercial, nous retrouvons Dame Élise. Sur son étalage, cet accessoire de cuisine dans lequel on met du feu pour préparer ou réchauffer les repas. Il s'agit du réchaud à pétrole, longtemps utilisé par les femmes. Les gens n'achètent plus vraiment. Mais si quelqu'un en a besoin, il vient l'acheter. Il n'y a pas que le réchaud qui est en passe de disparaître. Même les lampions utilisés pour éclairer les marchés de nuit, la cour des maisons, les places publiques dans les villages et les lanternes, autrefois source de lumière dans les chambres, se font de plus en plus rares. Conséquence, leur prix d'achat est en nette augmentation. La lanterne, son dernier prix, c'est 2000 francs le petit format. Le plus grand, son dernier prix, c'est 5500. Le petit réchaud, on le vend à 4500. Le grand, à 5500, parfois 5000. On se rappelle, comme si c'était hier, les moments de gloire de ces cassettes à bande
de ces postes téléviseurs à écran cathodique ou de ces vieux disques appelés vinyles. En son temps, en 1978-79, j'étais avec mon père et je l'ai vu jouer certaines musiques, mais avec une magnétophone façon, et le disque est un disque noir et il le change. Il change et bon, j'attends des salsa, des El Rego, des musiques pour les El Rego, les aiko langa langa. On utilisait les anciens disques, les cassettes à bande dans le temps. Ces disques étaient joués grâce au grand tourne-disque sur lequel ils étaient posés. C'était chez le mari de ma tante quand j'étais enfant. On chantait et on dansait. La belle époque vraiment. Sinon, moi j'ai connu les disques 33 tours, les 45 tours que mon papa jouait dans le temps. J'ai connu ça dans les années 84, 85, 86 jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, on n'en trouverait plus. Il y a beaucoup de lampions. Des lampions fabriqués à base d'argile. Et on appelle ça kozogbin. Aujourd'hui, on n'en trouverait plus. Ça nous manque beaucoup même. La liste des articles dont l'usage était ancré dans les habitudes des Béninois est longue. Certains résistent encore au temps. D'autres, par contre, tombent peu à peu dans l'oubli. Dans la commune de Niki, les festivités de la Gani 2026 battent le plein depuis le mardi dernier. Une première journée marquée d'animations folkloriques, mais aussi et surtout de la visite au palais royal du président Romuald Wadaï. Le chef de l'État a été nommé à l'occasion par l'empereur souverain rassemblé. Ulrich Abalo nous fait le point de cette journée riche en couleurs. C'est une journée de grande joie et d'effervescence dans cette localité située à environ 117 km de la ville de Parakou vers le Septembre-Triomphant. Pour la toute première journée de cette célébration qui prend généralement 12 heures, il faut dire qu'ici à Niki, la journée a été marquée par un fort événement. Cet événement est bien entendu la descente du président Romuald Wadaï qui a échangé en tête-à-tête avec l'empereur de Niki. Au cours de cette rencontre et selon des indiscrétions, on a eu dit que le président de la République a été fait prince du palais royal de Niki. Hormis cela, il faut dire que vers 18h, la toute première journée pour le compte de cette célébration de la Gani édition 2026 sera marquée par la sortie des tambours sacrés. 2 autres journées suivront, notamment la journée de demain, mercredi, et la journée du jeudi. Notamment, ces 2 journées seront meublées par la sortie rituelle, le parcours rituel du Sinaboko, c'est-à-dire la sortie de l'empereur qui va visiter pour le compte de cette édition 8 sites au lieu de 7 comme on a l'habitude de le voir faire. Et la dernière journée qui sera consacrée à la cérémonie de la Kayesi. Voilà un peu les différentes étapes qui vont meubler ces 3 jours de célébration. Une célébration spéciale puisqu'elle est confiée à la responsabilité du gouvernement qui considère que c'est une édition 0. Ici, à Niki, il faut dire que c'est une forte mobilisation et les populations continuent d'arriver pour vivre en présentiel cet événement presque inédit. Au sujet de la distinction accordée au chef de l'État, notre confrère Ulrich Abalo de la radio Fraternité s'est rapproché du Premier ministre du Palais Royal pour avoir plus de précisions. Voici un extrait. À la cour, il lui a donné le nom de Sounon Touko Sari. Sounon Touko Sari. Sounon veut dire roi. Touko Sari, il n'a pas d'égard à quelqu'un. Lui, il aime tout le monde. Il ne fait pas la différence entre des gens. Tout le peuple béninois, c'est pour lui. Donc, il est le roi qui appartient à tout le monde. C'est ce nom que l'empereur lui a attribué pour lui permettre de bien faire son mandat et terminer dans la paix et la tranquillité.
En sport, la Fédération béninoise de judo renforce les capacités de ses principaux acteurs. À quelques jours des championnats nationaux, la fêtière a organisé 2 jours de sessions de recyclage à l'endroit des entraîneurs et des arbitres. Une initiative qui s'inscrit dans une dynamique de renforcement des compétences techniques et d'amélioration du niveau arbitral du judo béninois. Compte rendu. Au sein de l'arène du judo béninois, plus de place à l'à peu près. À peine les phases qualificatives du championnat national 2026 terminées, la Fédération béninoise de judo s'active déjà pour la prochaine étape. À la veille de la phase finale, la fêtière dédie un stade de remise à niveau à 2 de ses maillons essentiels. On a souvent besoin de renforcer la connaissance au niveau de l'arbitrage et du coaching pour permettre aux arbitres et aux coachs de reprendre connaissance des nouveautés dans la pratique du judo. Une session de 2 jours pour passer en revue des notions théoriques et pédagogiques. Elle a permis aux encadreurs de consolider leurs connaissances et d'harmoniser leurs pratiques, tout en offrant aux arbitres une actualisation des règles pour une application uniforme lors de la compétition. Objectif, garantir un encadrement plus rigoureux et conforme aux exigences du judo moderne. Il était vraiment nécessaire et important de faire cette formation-là et de s'assurer que tous les acteurs qui seront sollicités pour ce championnat-là sont quand même au même niveau d'information. Cette année, on a inséré les enfants, je veux parler des enfants déjà de 7 ans, qui vont commencer dès leur bas âge à avoir les notions de compétition. Donc on a vraiment besoin de ces stages pour amener les encadreurs à bien suivre les enfants et éviter d'éventuelles blessures. Il va sans dire que les compétiteurs également seront, de par leur prestations sur le tatami, apprécieront eux aussi l'attitude, les beaux gestes de l'arbitre. Cette remise à niveau revêt une importance particulière. Elle traduit la volonté de la Fédération béninoise de judo de professionnaliser davantage l'environnement de la discipline. Rendez-vous les 29 et 30 août prochains pour voir les meilleurs judokas issus des qualifications se lancer à l'assaut des titres nationaux de la saison 2026. Une nouvelle page s'ouvre pour la Fédération béninoise de football. Je vous l'ai annoncé en titre. Après 8 années de gouvernance, Mathurin Deschacus a passé hier le témoin à Marcelin Bocovet, élu à la tête d'une liste unique avec une nouvelle équipe de 21 membres. Le tout nouveau patron de la FBF décidera de l'avenir du football béninois pendant les 4 prochaines années. Retour sur les images avec Alfred Bouda et Thibaut Arolpe. Bocovet prend les commandes de la Fédération béninoise de football pour 4 ans. Seul est candidat à la tête de la liste. Ensemble, visons plus haut. Il s'impose avec 76 voix sur 79 après 8 années de gouvernance de Mathurin Deschacus. À ses côtés, un comité exécutif de 21 membres, dont 8 vice-présidents et 12 membres. Moi, je n'ai pas choisi un président pour me suicider. C'est Dieu qui a voulu que ce soit Bocovet. Nous allons prier pour que son mandat de 4 ans puisse apporter plus que ce que ma petite personne a pu obtenir pour le Bénin. Je remercie le Seigneur qui nous a accompagnés avec un comité très responsable, qui ont fait des sacrifices. Je voudrais, au nom des membres du nouveau comité exécutif, vous dire merci. Merci pour l'exemple. Je veux aussi reconnaître la sollicitude du chef de l'État, du ministre en charge des sports et de tout le gouvernement du Bénin au cours des dernières années. Gouvernance, formation, structuration, professionnalisation et performance. Les attentes sont fortes. D'aucuns pensent et disent que nous constituons un comité exécutif ingérable. Au vu des fortes têtes et des compétences qui le composent. Notre premier défi est de démentir cette assertion. Nous devons mieux faire. Nous devons faire plus et faire plus vite. Placée sur le signe du rassemblement et de la responsabilité, cette nouvelle gouvernance est désormais attendue dans l'action
à Marcelin Bokovet et son équipe de traduire le consensus en résultat pour donner un nouvel élan au football béninois. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 16h, votre bulletin d'information. À 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien. Au revoir.